BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous pour commenter l'actualité des marchés chaque soir jusqu'à 18h avec Alice Labou. Ce soir, bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management, Christian Parizeau qui est avec nous ce soir également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Chef économiste d'Orel BGC. Votre sentiment de marché, alors Frédéric Rosier de Mescart le disait juste avant, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est imagé, mais ça résume assez bien la situation là. Qu'est-ce que vous retenez vous de ces séances, de cette séquence, on va dire, depuis la BCE la semaine dernière par exemple, Alice? Pour ma part, c'est surtout un manque de catalyseur, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui motive les investisseurs à aller plus loin, à dépasser un peu les limites psychologiques de seuil d'achat. Et donc, effectivement, il y a le non-sujet de la Fed la semaine prochaine, mais c'est tellement anticipé, on en parle tellement depuis longtemps que, sauf surprise énorme, je ne crois pas que ça impactera très fortement les marchés. Alors, on a évidemment ce sujet des matières premières que vous évoquiez, qui peut peser un petit peu, et d'ailleurs on le voit, ça pèse nettement. Mais qui est gênant, enfin, même si vous n'êtes pas investi sur le secteur des matières premières, vous êtes à l'écart, mais justement, est-ce que c'est quand même gênant de voir ça, même quand on est à l'écart de ce secteur, ça pose certains nombres de questions, ça peut remettre en cause d'autres types d'investissements? C'est-à-dire que quand on a tout un pan d'activité quand même de l'économie mondiale, qui se retrouve à certaines sociétés qui se suppriment les 2/3 des emplois, qui stoppent les dividendes, ils savent même pas s'ils vont avoir les moyens d'investir l'année prochaine, forcément ça a un impact sur l'économie en général. Après, a priori, la baisse des matières premières, c'est pas si mal pour le prix des consommations intermédiaires des sociétés qui produisent. Voilà. Ça. Donc en réalité, quand on est sur les autres sociétés, ça peut paraître intéressant, mais il y a quand même un choc important. C'est un pan de l'économie, c'est quand même beaucoup regardé par les investisseurs, et donc ça induit beaucoup de frilosité et de nervosité, et c'est vrai qu'on en paye un peu les pots cassés. C'est toujours une bonne nouvelle pour nous, la chute du pétrole, pour nous les pays consommateurs, Christian, ou... C'est un gros débat, madame. Oui, non, mais je sais pas, je la repose régulièrement cette question, je la posais à 50, à 40, maintenant qu'on est sous les 40. Boursièrement, de moins en moins, mais bon, c'est vrai que c'était un poids important de la cote, matières premières et pétrole. Ce qui commence à vraiment poser problème, c'est que si on reste vraiment sur des chutes encore assez violentes des prix des matières premières, on pourrait monter, on n'a pas touché les points bas de 2000, donc on a encore du potentiel de baisse. On a baissé, ça fait 3 ans de baisse, mais on a potentiellement, si on prend l'historique un peu plus large, on n'est pas au plus bas historique, donc on a encore du potentiel de baisse. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant on peut aussi déboucher sur quelque chose de beaucoup plus pernicieux, qui serait des défauts d'acteurs dans ce secteur-là, donc un risque crédit. On le voit sur les spreads américains, sur le crédit américain, alors le moins bien noté, bien sûr, c'est ExxonMobil qui va être touché, mais on est sur des acteurs qui commencent à être vraiment en danger, et puis ça peut potentiellement dégrader aussi la situation dans les émergents. Le poids des émergents dans l'économie mondiale a quand même monté ces dernières années, et ces gens-là sont quand même dans une situation assez difficile. Pour rappel, le Brésil, on attendait cette année un 4, on sera à -3. Donc on est sur la Russie qui va avoir du mal à redémarrer aussi. Donc on est sur des pays émergents qui sont en grande difficulté aujourd'hui, et ce risque-là, ça génère aussi une pression supplémentaire, et ces économies vont pas redémarrer très rapidement. Pour essayer de savoir, je sais pas, de faire une analyse en tout cas de la situation, pour savoir si c'est plutôt $20 dans l'immédiat qu'on va voir sur le pétrole, comme le laisse entendre par exemple Goldman Sachs, ou si c'est plutôt un rebond vers 50, 60. Qu'est-ce qu'on met dans la balance? Rien du tout. C'est à 30 finalement. 30, 40. Non, l'idée c'est que c'est très compliqué, parce que on le voit bien. Le gros problème, la grosse mauvaise surprise entre guillemets pour les producteurs de pétrole, c'est que la production américaine, elle met du temps à baisser. Alors je pense qu'elle va y arriver, ça va se produire par la faillite de certains acteurs, mais ça a mis beaucoup plus de temps. C'est pas un ajustement immédiat. C'est-à-dire que en plus les Américains, ils sont forts, ils ont quand même réduit les coûts de production de manière assez drastique, donc ils sont adaptés, et ça c'était pas du tout anticipé par le marché. Donc aujourd'hui l'indicateur clé, ça reste quand même les stocks américains qui sont au-delà de l'aspect de l'OPEP, etc. Tant que les stocks américains sont si élevés, ça veut dire la stratégie de l'OPEP ne marche pas, et que les Américains continuent à produire énormément, et ils stockent ce pétrole. Donc ça c'est le premier point, je dirais, court terme, qui pourrait freiner, et donc le marché va tester ça. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de signal fort en provenance des États-Unis que le fait que l'OPEP ne réduise pas ses quotas ne pénalise pas vraiment les non pays OPEP, ça marche pas. Donc on va continuer à appuyer. Après, si on voit que les États-Unis commencent un petit peu à décliner et qu'on a cette production qui décline, ça va se stabiliser. Maintenant, faut pas se leurrer. Si les cours du pétrole remontent à $40, $50, les Américains ils vont rouvrir les vannes. Reproduire, donc, bien sûr. C'est un peu un jeu, je dirais. Ça va peut-être limiter la baisse, mais faut pas repartir dans les scénarios de très forte hausse des cours du pétrole derrière. Alice, vous disiez là, on manque de catalyseurs pour avoir envie de complètement réinvestir ce marché. On se pose évidemment déjà la question de 2016. Là, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme catalyseur? Ça va être quoi? Les banques centrales, Draghi un peu déçu la semaine dernière. La Fed, elle va rester accommodante, mais un petit peu moins qu'auparavant. Quoi, les résultats des entreprises. Sur quoi on va compter là? Alors déjà, Draghi en a gardé un petit peu sous le coude, ce qui me semble pas tout à fait peu inopportun. Voilà, inopportun, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui nous attend pour l'année prochaine. En fait, a priori, ce serait effectivement les actions européennes qui resteraient les plus intéressantes pour les investisseurs, avec un marché américain, alors dans sa globalité, qui est un peu au top, mais il y a encore des secteurs, notamment celui de la santé, vous savez qui m'est cher, qui reste encore très attractif. Donc l'arbitrage, je pense, risque d'être encore en faveur du marché européen, à condition évidemment que nos entreprises délivrent et que nos pays délivrent. Alors beaucoup de pays ont fait des réformes, la France pas trop. On verra si ça se fait ou pas. C'est un vaste sujet. La question, c'est de savoir exactement, si les entreprises vont réussir à être en ligne avec les croissances des bénéfices estimés, qui sont quand même relativement élevés. Je crois qu'ils sont de l'ordre de 10%. Donc, si on arrive à maintenir à peu près ce taux, c'est pas non plus honteux et les marchés peuvent très bien suivre positivement. Et la thématique, l'Europe, ça a été un très gros consensus cette année, ça le reste, semble-t-il, pour le début de l'année prochaine. La thématique domestique aussi en Europe, là, c'est quelque chose qui a été beaucoup joué dans les portefeuilles. C'est un problème ou pas, que ça a déjà été beaucoup joué, que ce soit un consensus aussi fort? Est-ce que ça fait tiquer? Est-ce que vous dites quand même attention, parce que le consensus à un moment se fait toujours un peu prendre à revers, ou est-ce que on peut vivre aussi une période où le consensus a raison? Alors, en fait, on vit rarement une période où le consensus a raison. Ça dure pas malheureusement, c'est ça. Et puis, la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on se regarde à la fin d'une année précédente en donnant son point de vue, en réalité, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'accélération à la fois géopolitique et économique que, en réalité, quand on fait le bilan de la fin de l'année, on se dit, en fait, en début d'année, on avait anticipé quelque chose d'évidemment différent, puisque le paradigme change très vite. Donc, c'est très dur de vous donner vraiment les clés exactes pour l'année prochaine. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, l'économie européenne se porte mieux et plutôt pilotée d'un point de vue monétaire, ce qui n'était pas forcément vraiment le cas, en tout cas de mon point de vue pendant un bon moment. Et puis l'économie américaine va vraiment mieux, au point où ils vont remonter les taux, et on va rentrer comme ça dans ce cycle de remontée des taux, ce qui est tout à fait sain et nécessaire de mon point de vue. Sur l'analyse que vous faites quelques jours après maintenant la réunion de la BCE, Christian, vous dites quoi? Le marché s'est planté en anticipant trop, ou est-ce que vous dites attention, c'est Draghi qui a peut-être perdu un petit peu de sa crédibilité dans sa parole, en tout cas, et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences pour l'avenir? Un peu des deux. C'est-à-dire que le marché s'était un peu emballé. C'est clairement qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière les annonces. Ça avait marché en janvier, donc on se dit il va nous refaire un coup en fin d'année. Personne n'a dit au marché, personne n'a cherché du côté de la BCE à temporiser un petit peu les non, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un peu partagé, parce que le marché avait sûrement beaucoup trop d'attentes, et à l'inverse, on a été quand même assez surpris du discours assez noir de Monsieur Draghi, et pas que de lui. Plusieurs membres avaient pris la parole là-dessus, qui était vraiment très très noir sur l'économie européenne par rapport à des indicateurs qui était plutôt bon, et il n'avait pas ajusté du tout son discours. Donc ça, c'était une vraie surprise. Ce qui me fait dire qu'il va être quand même un peu plus prudent, à mon avis, dans sa communication dans les prochains mois. La Fed avait fait une erreur en septembre, elle l'a corrigée très rapidement en octobre. La BCE a un peu tardé. Je pense que là, il a vu que quand même, faut un peu peut-être mieux orienter les prévisions de marché. Alors après, derrière ça, on a le sentiment que quand même l'euro, l'Europe, c'est pas si mal que ça, qu'il y a encore beaucoup plus d'incertitudes, à mon avis, dans le scénario 2016 sur la croissance américaine que sur la croissance européenne, parce que l'Europe, c'est un 6, un 7, mais c'est relativement solide. On n'a pas vraiment... Il n'y a pas de raison que ça déraille, il n'y a pas de raison que ça accélère. On ne peut pas prévoir, mais si on regarde en demande intérieure, c'est quand même relativement solide. Par contre, aux États-Unis, on est plutôt sur des choses plutôt complexes.
contexte, la Fed n'a jamais remonté tout doucement ses taux. Ouais. Et là, elle va nous vendre ce scénario. Ouais. Donc déjà, faut pas qu'elle soit prise à contre-pied par 3 statistiques d'emploi très fortes avec une forte accélération des salaires, parce qu'elle sera pas du tout crédible sur le fait que je vais remonter mes taux une fois par trimestre ou très très doucement. Donc déjà, il y a un risque communication de la Fed sur les taux. Donc elle va nous dire ça coûte plus cher d'avoir des dollars. Mais après, il y a un deuxième message qu'il va falloir bientôt qu'elle fasse passer, c'est je vais vous donner moins de dollars parce que je vais essayer de réduire la taille de mon bilan. Alors ça aussi, ça sera un message qui va être difficile à faire passer pour 2016. Alors elle va y aller doucement. Ça c'est la 3e étape. Il y a eu la fin des injections de liquidités, la hausse de taux et maintenant on réduit le bilan. Ils ont dit qu'après la première hausse de taux, ils commenceraient à parler de réduction de la taille du bilan. Et hier, il y a un membre du Fed qui en a parlé, qui a dit clairement on va commencer. Alors bon, c'est le monsieur Lockhart. Ouais. C'est un faucon de chez faucon, hein, c'est le dur. Mais lui, il a commencé déjà à parler que va falloir envisager cette possibilité. Et ça, c'est pour 2016 ou c'est pour plus tard ou Alors, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils le feraient très progressivement, une sorte de tapering de réduction de la taille du bilan. C'est-à-dire qu'il commencera à dire, on va pas tout réinvestir. Vous savez que les obligations arrivant à maturité, ils réinvestissent ce qui arrive à maturité. Hein. Ils ont fini les achats, mais dès qu'une obligation arrive à maturité, ils le réinvestissent sur le marché, donc la taille du bilan reste inchangée. Là, ce qu'ils pourraient dire, c'est qu'ils pourraient ne pas réinvestir 80%, 50%, 40%. Et donc, finalement, ils réduisent petit à petit cette partie-là. Ça serait une première façon de réduire la taille du bilan très progressivement. Mais après, c'est un message qui est difficile à faire passer au marché. On verra s'ils peuvent. Et donc derrière, il y a soit vous êtes dans un scénario plutôt positif sur l'économie américaine, mais avec une banque centrale qui va quand même essayer de verrouiller un peu plus. Soit vous êtes dans une situation où l'économie américaine est forte, avec peut-être des salaires qui accélèrent beaucoup plus. Et là, vous êtes sur un risque de problème de crédibilité de la Fed parce que les marchés vont s'emballer en se disant ça y est, il y a les tensions salariales, il y a l'inflation qui revient. Et là, il va falloir vraiment qu'elle évite un scénario à 94. Donc le chemin finalement positif pour 2016, il est assez étroit pour les États-Unis. Hein. Il n'est pas si simple que ça en termes de communication pour éviter une surréaction de marché. Sur les secousses de cette fin d'année, parce que là on revient 4700 points sur le CAC, ça vous donne envie d'en racheter un petit peu, d'en remettre un petit peu dans les portefeuilles en vous disant c'est des bons points d'entrée, on a perdu 4-5% sur le CAC depuis la BCE, où vous dites bon, ça sert à rien d'embarquer trop de risques en cette fin d'année, il y a encore la Fed, il peut se passer encore des choses, on verra en 2016, c'est plus très loin maintenant, Alice. Alors moi je dis à mes investisseurs de pas hésiter à investir aujourd'hui, c'est une opportunité. En tout cas, je crois qu'effectivement dans ce tumulte et ces manques de catalyseurs, en fait, je crois moi que le rallye de fin d'année peut avoir lieu et qu'en fait chaque trou d'air doit être mis à profit encore. On lâche pas ça. J'en suis convaincue et on peut en reparler volontiers à la fin du mois. Mais il me semble qu'en plus passer la Fed, il y aura plus grand chose à aller chercher. Donc il y a quand même un espèce d'optimisme naturel qui revient en fin d'année pour tout un tas de raisons. Alors aujourd'hui n'est pas une journée d'optimisme, hein. C'est vrai que c'est une journée un peu tristoune sur les marchés, c'est comme le temps, et souvent d'ailleurs il paraît que c'est corrélé, enfin bon, ça mériterait une émission globale, mais néanmoins, moi je suis optimiste et je pense que c'est le moment d'acheter, en tout cas l'Europe, et puis évidemment... Oui. Non, mais là je parlais des marchés européens. Bon, on va marquer une pause, bientôt la clôture d'ailleurs de nos marchés européens. Ce sera du rouge, mais du rouge un peu moins vif que prévu, car on a perdu quand même plus de 2% à un moment en début d'après-midi sur le CAC, juste avant l'ouverture de Wall Street. On était retombé sous les 4670 points. On essaye de se raccrocher à 4700 points sur le CAC. On recule encore d'1,25%. On voit le Nasdaq là qui est en train de revenir à l'équilibre à Wall Street, et le pétrole surtout qui réussit à rebondir. Ça c'est quand même important puisqu'on était passé sous les $40 pour le baril de Brent, sous les $38 pour le brut léger américain. On arrive à défendre ces seuils ce soir avec ces pétroles américains et de mer du Nord qui sont en train de repartir à la hausse. Une pause et le fixing à suivre dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. 17h30, le fixing en direct comme chaque soir dans Intégral Bourse. Frédéric Rosier, on vous retrouve, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Bon, ça aura été une séance encore un petit peu compliquée, même si on peut noter un début d'amélioration peut-être sur le pétrole en cette fin de journée. Oui, on a eu un pic d'ailleurs vers 17h. Là, ça se calme et on replonge. Donc, incidence, on a essayé un petit rebond quand même dans la fin d'après-midi. Et là, on repart sur des points bas aux alentours de
de 4688. Seule valeur à émerger dans le lot, c'est Bouygues, notamment sur des rumeurs de cession de la partie Bouygues Télécom. Bon, on va reparler avec vous dans un instant, Frédéric. Coup d'œil sur ce qui se passe aux États-Unis. Sabrina, on vous retrouve du côté du Nasdaq. Bon, on souffre avec les matières premières, même si là le pétrole est en train de se redresser. J'imagine que ça apporte peut-être un peu d'oxygène là au marché américain. Oui, ça va un petit peu mieux. Si on regarde un petit peu l'évolution de ces trois indices depuis l'ouverture, on perdait 200 points sur le plus bas niveau de la séance sur l'indice Dow Jones. On perd actuellement 124 points, moins 0,7%. Le S&P 500 recule de 0,5%. Le Nasdaq, moins 0,2%. On était même en progression il y a quelques instants, porté notamment par le secteur biotech qui grimpe d'1,3%. Mais on a toujours bien sûr ces valeurs pétrolières, même si le baril de brut se reprend quelque peu. On a toujours un compartiment qui est sous pression. Exxon perd 1,7%. Chevron, moins 0,1%. Ça va un petit peu mieux de ce côté-là. ConocoPhillips, 0,5%. BHP Billiton, moins 4%. Côté entreprise, ça reste relativement calme aujourd'hui. On parle toujours des soucis de Chipotle ou encore des résultats de Toll Brothers dans la construction. Merci beaucoup Sabrina Cogliosi, chaque après-midi avec nous en duplex depuis le Nasdaq. On vous retrouvera juste avant 18h pour jeter un dernier coup d'œil sur cette séance américaine. On voit que ça va un petit peu mieux. On est encore dans le rouge. On est dans le rouge également à Paris. Je vous rappelle, le CAC au fixing, moins 1,43%, 4688 points. Un mot encore du pétrole, des matières premières. Il n'y a pas que le pétrole, hein. Là on voit aussi le secteur des ressources de base qui est au tapis, que ce soit les cours des minerais, les cours des métaux ou les entreprises en bourse. Combien de temps est-ce que ça peut durer encore? Vous nous disiez tout à l'heure, Christian Parizeau, ça fait 2-3 ans que cette thématique est complètement déprimée. Ça paraît long déjà. On peut aller vers une 4e année. Ouais. Statistiquement, on a regardé, on a mis en place des filtres économétriques pour essayer de déceler les cycles. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les prix des matières premières sont bien cycliques, c'est pas une nouvelle. Mais par contre, que les cycles sont pas du tout, peuvent être surtout pas stables. Ah oui. Et c'est ça qui nous pose problème, parce que je pourrais vous dire la probabilité d'une purement statistique de rebond, il est pas acquis. Donc ça, c'est un problème. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui freine beaucoup, c'est surtout le changement de la nature de la croissance chinoise. Aujourd'hui, la croissance chinoise, même si la Chine faisait 6,8, qui est l'objectif du gouvernement l'année prochaine, c'est pas le 6,8 il y a encore 2 ans, puisqu'on a la grosse montée en puissance du secteur des services, et donc la production industrielle en Chine, c'est peut-être des taux de croissance de 2-3%, donc c'est très très faible. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même avec une croissance, une Chine qui continue à croître, on est quand même sur une consommation beaucoup plus faible de matières premières. Et puis de l'autre, on a des acteurs dans le secteur des matières premières qui sont très endettés, qu'il faut qu'ils fassent du chiffre d'affaires absolument pour tenir compte de cet endettement. Et donc on voit que l'offre derrière a du mal à s'ajuster. C'est un peu comme avec le pétrole, c'est-à-dire qu'on coupe des mines, mais on le coupe à minima. Du coup, on n'a pas véritablement une restructuration du secteur, et ça viendra par des faillites, d'où peut-être cette nervosité des marchés aussi, puisqu'on le voit sur le marché du crédit, on voit qu'il y a le sentiment que à terme il va y avoir quand même un peu de casse et des pertes sur ce secteur-là. Donc on voit qu'on est dans un ajustement au bout de 3 ans de baisse, un ajustement qui n'est pas encore totalement réalisé, qui n'est pas totalement assaini, et ça va être coûteux pour les investisseurs derrière. Alice, on trouve des moyens de profiter de ce cycle baissier des matières premières, là, en trouvant d'autres idées d'investissement, justement, en essayant de chercher les impacts positifs de la baisse du pétrole? D'abord, on a tous fait ça en début d'année dernière. Ouais. Alors, c'était quand même un des grands thèmes. Ça a été la première chose qu'ont fait tous les gérants à la rentrée 2015, c'est d'aller chercher les industries consommatrices d'énergie et du coup qui devraient bénéficier a priori, qui ont d'ailleurs plutôt bénéficié de la baisse des prix du pétrole. Je ne crois pas que ce soit une nouvelle thématique pour cette année. Je pense que c'est pas mal déjà investi. C'est bien joué, un peu épuisé. Pas mal joué. Enfin, moi, je n'irai pas particulièrement spécifiquement là-dessus. Bon, en tout cas, séance encore mouvementée pour les matières premières. Je vous rappelle que le Brent est passé sous les $40 avant de rebondir, tout comme le WTI qui est passé sous les $38. Bon, on n'est pas encore sorti complètement de ces zones-là. C'est un rebond qui est quand même relativement léger au regard de la chute qu'on a eue ces 2 derniers jours. La thématique des ressources de base en bourse qui a été encore très attaquée. Le secteur des ressources de base qui signe la plus forte baisse en Europe cet après-midi, moins 6%. ArcelorMittal signe la plus forte baisse du CAC, moins 5%. On a des chutes de valeurs minières
importantes à Londres, où il y a beaucoup de grosses sociétés cotées, BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo-American, on en parlait, qui a annoncé la réduction de 2/3 de ses effectifs. C'est quand même monstrueux. 135 000 postes qui vont passer à moins de 50 000. On coupe le dividende également chez Anglo-American. Donc lourde sanction pour le titre qui chute de plus de 11% à Londres. On notera parmi les baisses du jour à Paris EDF qui sortira donc du CAC 40, c'est confirmé le 21 décembre prochain, remplacé par Clépierre. Le secteur bancaire également qui a été un peu malmené aujourd'hui, qui sous-performe en tout cas le marché. Société Générale recule de 3%, Crédit Agricole perd 3% également. Et puis la thématique des télécoms, on va en reparler bien sûr, avec ce retour de la spéculation, des démentis que le marché juge peut-être un peu léger, ou en tout cas pas suffisamment catégorique peut-être de la part de Bouygues. Donc l'idée, rappelons-le, selon l'agence Bloomberg notamment, c'est Orange qui s'intéresserait à Bouygues, mais pas uniquement à la partie télécom, à la partie média également. Il faut comprendre donc TF1, le titre Bouygues signe la seule hausse du CAC ce soir, plus 1,2%. Alors dans le secteur, les sorts sont un peu divers. Envoi numérique câble SFR qui recule de plus de 2%, mais Iliad, maison mère de Free, arrive à gagner 1%. Voilà pour les quelques hausses du jour à Paris. Le CAC 40 qui termine en baisse de 1,57% ce soir, 4 681 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance en plateau avec nous Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, et par téléphone Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Parlons peut-être du secteur des télécoms. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de ces infos de l'agence Bloomberg au départ, et surtout des communiqués qui ont été publiés notamment par Bouygues? Laconique. Donc on peut dire c'est un démenti sans l'être vraiment appuyé. C'est quand même une rumeur qui est plus que récurrente sur le marché. On le sait, le secteur globalement va mieux tout simplement parce qu'on a de nouveau de l'inflation au niveau des ARPU, des revenus par abonné, ce qu'on n'avait pas connu depuis quelques années. Donc il y a une bonne génération aujourd'hui de free cash flow. C'est un secteur qui doit être concentré, on le rappelle. Le secteur européen est quand même à population égale, notamment vis-à-vis des États-Unis, est un secteur qui est totalement fragmenté. On a besoin de se concentrer. Il y a l'histoire de Telecom Italia, on s'en souvient, KPN également, qui peut être une cible. Donc il va y avoir beaucoup de concentration dans le secteur. Orange, c'est la meilleure solution pour Bouygues en termes de casse sociale, puisque c'est évident qu'on a deux réseaux de distribution. Donc il est clair que le gouvernement va avoir son mot à dire. D'ailleurs, il a eu son mot à dire par le passé. Il y a des synergies relativement importantes. On parle d'1 milliard de synergies. Voilà, ça a du sens. Il y a démantèlement notamment sur les réseaux et Free pourrait en profiter. Le contenu, c'est quand même le nerf de la guerre. On sait, c'est aujourd'hui avoir un réseau de communication, mais si on n'a rien à y vendre, ça perd un peu de sa valeur. Donc TF1 serait dans le lot avec un système. Ce serait quand même un revirement stratégique pour Orange parce que c'est pas les grands tenants de la convergence tuyaux et contenu. Ils ont plutôt eu tendance à vendre tout ce qui était contenu là. Oui, mais on sait que c'est Orange intéressé notamment par des droits sportifs entre autres sur de la production audiovisuelle. Donc ça pourrait avoir du sens. C'est une logique un peu à la Vivendi de l'époque Messier, je dirais. C'est contenu et contenant. Donc voilà, c'est un revirement de stratégie. Bouygues pourrait trouver une très très belle porte de sortie avec un montage un petit peu à la numérique câble SFR, quitte à se désengager dans le futur. Donc voilà, moi je pense que c'est plus que crédible. Je vous avouerai que on a refait un petit peu de Bouygues aujourd'hui. Au-delà des télécoms, on pense qu'il y a du potentiel sur la valeur. Bon, le titre Bouygues qui signe la seule hausse du CAC, rappelons-le, plus 1,2%. Alice, votre sentiment, votre regard sur le secteur des télécoms, des médias, c'est vrai que voilà, on sent quand même que la spéculation est entretenue. Alors que les choses ne soient pas faites, ça semble évident, mais qu'il y ait des discussions, là aussi, ça semble certain. Oui, ça fait des mois qu'on le voit. Alors c'est vrai que c'était un secteur qui était un peu moins aimé par les marchés, et puis tout d'un coup, qui retrouve, beaucoup de crédit aux yeux des investisseurs. On parle de grands achats transfrontaliers, et effectivement, Bouygues peut faire l'objet d'un achat. Donc on a vu SFR Numérique Câble qui a essayé, ça n'a pas marché, je crois pour 10 milliards d'euros en juin. Je crois que ça a intéressé
c'est aussi Xavier Niel avec Iliad. Bon, maintenant c'est Orange. On va voir ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'en fait le régulateur européen n'aime pas trop l'idée de passer de 4 à 3 opérateurs, donc ça va être quand même pas si simple que ça à mettre en œuvre. Ce que je sais aussi, j'ai lu une petite note là qui disait que si jamais ça se faisait donc entre Orange et Bouygues, en tout cas pour la partie télécom, ils seraient contraints de vendre les infrastructures probablement à Iliad et de garder les clients, donc ce serait pas si simple que ça à mettre en œuvre. Après, évidemment, c'est un secteur où la concentration est assez naturelle et il faut encore et toujours augmenter sa base client pour rester important sur le marché. Après, sur la partie convergence, mobile, contenu, évidemment que ça a du sens, évidemment qu'il va falloir pour Orange trouver des solutions. Je suis d'accord avec vous, c'était plutôt désengagé de ça. Et puis tout d'un coup, là, bon, on en entend parler, peut-être qu'il y a eu un revirement stratégique, mais vous savez, les conseils d'administration des grosses sociétés cotées sont pas toujours d'une cohérence, en tout cas dans le temps, très impressionnante. Donc, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas le bon moment, en tout cas pour Bouygues, de vendre TF1, puisque TF1 a quand même beaucoup baissé en bourse et que, bon, peut-être qu'il pourrait attendre un moment plus plus adapté pour le vendre, pour faire une plus-value. Christian, sur ces telcos, le montage. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que c'est une vraie problématique qui ressurgit un peu de l'époque Vivendi, ça c'est vrai. L'aspect contenu tuyau. Même aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi, Verizon qui pourrait racheter les activités internet de Yahoo. Donc on voit que c'est quand même une problématique qui agite un peu le secteur. C'est quoi? C'est que le moment a changé, c'est le bon moment maintenant, on a plus de débit, on peut offrir du contenu de meilleure qualité parce qu'on a plus je pense qu'il y a des infrastructures. Une guerre de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est savoir, on sait qu'il y a énormément de potentiel de valeur ajoutée, on le voit avec Netflix, on le voit avec toute cette transformation finalement de la vidéo, de la consommation des loisirs via ces tuyaux, et on se dit soit si on reste vraiment enfermé dans son tuyau, on risque de devenir une commodities, pas d'éléments très forts de différenciation, donc pas de marge, et à l'inverse, si on n'est que du contenu, si on n'est que Netflix, à un moment donné, on a les gros opérateurs de câbles qui disent à Netflix, vous voulez à toucher vos abonnés, faudrait peut-être payer un petit peu. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, un intérêt à avoir de la synergie là-dessus. C'est une façon de discriminer l'offre aussi, parce que de plus en plus, on voit que si on veut regagner un petit peu de marge sur les télécoms, je vais peut-être vous offrir avec votre abonnement 4G peut-être un contenu exclusif, et ça peut-être que la personne sera prête à payer 1 ou 2 euros en plus. Donc on voit qu'il y a toute une stratégie qui est en train d'être repensée, parce que justement l'introduction de Free comme opérateur supplémentaire, il a finalement Free a transformé les opérateurs télécoms à de la commodities. Il a dit, moi, vous avez de la 4G, je vous l'offre, la 4G. Ça vaut 0. Voilà, ça vaut 0. Donc il faut maintenant redonner de la différenciation, et c'est quelque chose qui pose problème à l'ensemble des opérateurs. Donc c'est pas fini. Je pense que on va encore beaucoup entendre de spéculation autour de tout ça, puisque c'est un vrai changement de stratégie industrielle à mon avis. Frédéric Rosier, on a fait 4650 grosso modo sur le CAC aujourd'hui. Ça redevient là des zones d'achat, ou est-ce qu'il faut faire attention? Parce qu'on pensait, après la déception Draghi, on se disait le marché va se raisonner, on va rebondir. On est sur les niveaux qu'on connaissait la semaine dernière, et même sur les niveaux d'avant le 22 octobre dernier. C'était la précédente réunion de la BCE, et c'était à partir de cette réunion que le marché était parti en mode espoir, on va dire. Tout à fait. On va pas renier ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y avait une fenêtre de tir pour jouer le mouvement de fin d'année qui est assez traditionnel sur les marchés. En termes de valorisation, c'est vrai qu'on a gommé un peu la spéculation sur la BCE. Reste quand même la Réserve fédérale, avec peut-être un discours qui serait peut-être un peu plus accommodant que ce qu'estime le marché. Moi, ce que je regarde surtout, c'est l'euro-dollar. Je trouve que c'est le vrai aujourd'hui catalyseur de mouvement, et on l'a vu sur la baisse récente qui est due aussi à la reprise technique de l'euro contre dollar. À partir du moment où on trouve un point haut de l'euro contre dollar, on trouvera à mon avis un point bas sur le marché. Donc voilà, c'est 4600, peut-être une incursion légèrement en dessous, mais on arrive dans une zone vraiment à l'achat. Et je pense qu'en termes de timing, c'est une semaine grosso modo jusqu'à la décision de la Réserve fédérale. Donc on a à peu près une semaine pour acheter, et à chaque mouvement de baisse prononcé peut-être accumulé pour jouer le mouvement de fin d'année et début d'année prochaine. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été avec nous pour la clôture ce soir. Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Je vous rappelle, le CAC qui termine en baisse d'1,57%, c'est quand même un petit peu ressaisi en fin de séance, avec une légère amélioration, une stabilisation on va dire des cours du pétrole qui était reparti
reparti en chute aujourd'hui après une sévère chute déjà hier. Le CAC 4681 points, volume légèrement supérieur à 4 milliards. Hein, ça commence à se rétrécir un petit peu. Il y a encore la réunion de la Fed et puis ce sera très vite la fin d'année. On va commencer assez rapidement, j'imagine, à fermer les books de trading dans les grandes maisons. On va marquer une dernière pause. Alice Labou, Christian Parizeau, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous pendant encore quelques minutes. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC. Un mot, Christian, des perspectives 2016. On les a quand même déjà pas mal abordées au cours de cette émission. Enfin, juste quelques enseignements de 2015. Est-ce que le consensus a eu raison cette année ou est-ce qu'il s'est trompé? Et qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui pourrait changer en 2016 par rapport à ce qu'on a vécu cette année? Alors, il y a deux choses. Il y a la partie purement économique. Là où on a eu plutôt raison, alors si je prends le FMI, les institutions internationales qui sont comme idée de consensus, on s'est pas trop trompé sur les parties pays développés. La vraie grande erreur, c'est sur les émergents. Ouais. Ça, c'est la grosse erreur de cette année. Avec peut-être, alors officiellement, si on regarde les chiffres, une Chine qui a modérément ralenti. Par contre, une conséquence pour les pays émergents, que ça soit via les matières premières ou via leurs exportations vers la Chine, qui a été particulièrement violent. Alors ça, c'est un vrai problème. On a sous-estimé l'impact du ralentissement chinois et surtout derrière ce ralentissement chinois, surtout le mode de croissance qui est différent. Et c'est ça qui a beaucoup affecté le commerce international, puisqu'on finit quand même sur un commerce international qui est très peu dynamique. Et ça, c'est vraiment la grosse surprise 2015. Donc c'est formidable pour l'année prochaine. Le FMI, l'OCDE, ça va rebondir. Et ça va rebondir grâce à qui? Grâce aux émergents, mais avec une Chine qui ralentit. Donc là, j'ai un petit problème de scénario. C'est-à-dire que ce qui est la principale erreur de 2015, on l'a reproduit sur 2016. Bon, ça c'est la partie purement économie, mais ça vaut débat. Attention, la Chine continue à ralentir et ça c'est pas forcément très positif pour les émergents. Le deuxième élément qui ressort pas trop mal finalement. Alors si, l'élément de surprise. Alors je vais parler un petit peu avant Draghi parce qu'on a surréagi un petit peu sur les taux, mais quand même, si vous preniez avant Draghi, le marché obligataire n'avait pas bougé aux États-Unis, en Europe. Donc c'est quand même l'élément de surprise qu'on pouvait avoir parce que entre la Fed qui devait monter ses taux, la BCE qui fait toujours plus, et finalement les taux longs n'ont pas bougé. Donc ça c'est quand même un élément qui surprend, qui était loin d'être intuitif. Il y avait un gros débat à la fin de l'année dernière, ceux qui étaient haussiers, ceux qui étaient baissiers, mais finalement ça n'a rien fait. Donc je pense que l'année prochaine ça fera un vrai débat. Est-ce que ce qu'a fait la BCE marche ou pas? On a la Fed qui va commencer à réellement agir, jouer sur les liquidités. Donc là il y aura peut-être beaucoup plus d'arbitrage entre obligataires et actions. Donc ça sera quelque chose qui sera au centre des préoccupations. Par contre là où le consensus a raison, c'est sur le dollar. Le dollar qui est monté et le dollar qui a eu un rôle très important en termes de performance relative des bourses. Alors que le consensus était déjà très fort en début d'année. Voilà, c'est ça. Et que souvent on dit méfiance. Voilà. Pour une fois, le consensus a eu raison. On se dit toujours, on va se mettre contre le consensus. Et là, fallait pas jouer la baisse du dollar. Ça a été le grand trend de l'année qui a agi mécaniquement sur les matières premières et sur pas mal d'impacts indirects. Et donc ça, la vraie question, c'est l'année prochaine, c'est le dollar. Encore une fois, est-ce qu'il va continuer à monter? Et je dirais que si la Fed est sur son scénario qu'elle nous dit de montée progressive des taux très doucement, ça va être bien. Ça, je pense pas que le dollar a un gros potentiel d'appréciation parce qu'on l'a joué cette année. Par contre, attention aux mauvaises surprises entre guillemets. Si la Fed doit remonter ses taux beaucoup plus rapidement à cause de l'économie, là, il va y avoir encore un gros mouvement sur le dollar et ça pourrait perturber encore les économies émergentes et les matières premières. Alice, il y a un dossier que vous aimez bien, a priori, c'est Elior. C'est ça, je me suis dit que c'était intéressant de parler de cette société française qui a été rachetée en 91 au groupe Accor, qui a été une société qui faisait de la restauration exclusivement sur la France, de la restauration collective, 300 salariés à l'époque, 91. Aujourd'hui, on est à plus de 105 000 personnes dans le monde, 3,8 millions de consommateurs quotidiens, donc dans les restaurants, à travers 18 000 restaurants et 13 pays, Europe, États-Unis et Asie. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de suivre comme ça l'histoire d'une belle société française, dans un environnement un peu morose et très international, politique et autres. Je trouve que c'est bien de voir des succès de sociétés qui ont réussi à dupliquer le modèle français à l'international, en faisant évidemment des acquisitions, énormément d'acquisitions, et ils sont loin d'avoir terminé puisqu'ils ont un beau budget là dans les années à venir pour continuer à faire des acquisitions ciblées, beaucoup aux États-Unis et beaucoup au Royaume-Uni. J'ajoute qu'un des grands catalyseurs de ce secteur, c'est que en fait, il y a seulement 35% du marché de la restauration
restauration collective qui est outsourcée, c'est-à-dire qui est externalisée. Ouais. Alors ils font restauration collective, mais ils font aussi service aux entreprises type propreté, accueil. Et en fait, la tendance est plutôt à l'externalisation. Donc en fait, leur marché est en croissance naturelle. Oui, c'est ça. J'allais dire, il y a de la croissance. C'est une grande tendance, on va dire. Exactement. C'est une tendance qui est très bénéfique pour eux. Donc non seulement ils font des acquisitions, ils arrivent bien à dupliquer leur modèle international. En plus, ils font des acquisitions ciblées et plutôt bien intégrées. Et leur marché croît. Alors je trouve que c'est une belle société pour l'année prochaine. Visibilité, croissance, c'est ça. C'est ça, exactement. Les maîtres mots des investisseurs en ce moment. C'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est ce que tout le monde adore. Et si c'est pas trop cher en plus. Alors là c'est parfait. Extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On va partir aux États-Unis retrouver Sabrina pour jeter un dernier coup d'œil dans cette émission sur les marchés américains. La clôture sera bien sûr à 22h en direct. Sabrina, on vous retrouve. Est-ce qu'il y a un petit peu d'amélioration? On est toujours négatif, mais voilà, le pic de stress est un petit peu derrière nous. Oui, on était en repli de pratiquement 200 points sur les plus bas niveaux de la séance ce matin. On est désormais sur une baisse un petit peu moins marquée. On a essayé de se reprendre il y a encore une demi-heure, mais ça semble repartir sur un mouvement baissier. 155 points de perdu sur l'indice Dow Jones, 17 574 points. Donc c'est pas encore gagné, moins 0,7% pour le S&P 500 à 2062 points. Quant au Nasdaq, on était en hausse tout à l'heure, mais on a lâché là, on est en repli désormais de 0,3%, 5087 points. On a essayé de suivre la reprise du pétrole avec un baril de brut qui a touché un plus bas ce matin sous les $37. On se reprend donc depuis, mais ça ne suit pas. Si on regarde un petit peu donc la tendance sur les marchés américains, on a d'ailleurs les valeurs du secteur qui sont toujours pénalisées. Exxon recule de 2%, vous avez Chevron qui perd 0,8%, encore ConocoPhillips en repli de 0,8% sur toutes les matières premières qui sont touchées. BHP Billiton, moins 3,7%. Rio Tinto, de son côté, est en baisse de 8,2% avec Anglo-American qui a annoncé la suspension de son dividende, des licenciements. Le titre coté ici perd plus de 10%. Le reste de l'actualité, on notera néanmoins la belle performance des biotech, plus 1,2%, ce qui a permis d'ailleurs à l'indice Nasdaq tout à l'heure d'essayer de remonter, de redresser la tête. Plus 1,2% donc pour cet indice biotech du Nasdaq. Le reste de l'actualité, on parle toujours de Chipotle, la chaîne de burritos, le restaurant qui recule de 2% avec des interrogations désormais sur un restaurant à Boston. Vous avez Toll Brothers dans la construction qui perd 5,1% après des résultats mitigés, chez un chiffre d'affaires inférieur au consensus. Et puis des fusions-acquisitions avec des discussions pour le moment entre Newell et Rubbermaid. C'est le propriétaire notamment de la marque Sharpie, ou encore avec Jarden. Donc des discussions, on verra si elles vont aboutir. En tout cas, les deux titres évoluent, en tout cas le Newell Rubbermaid est en repli de 2%. Jarden en revanche prend 4,2% dans une tendance donc baissière avec un VIX, le baromètre de la peur qui prend un petit peu plus de 10%. Le Dow Jones donc 141 points, un repli de 141 points, 17 589 points pour le moment sur l'indice. Le S&P 500 perd 0,6% et le Nasdaq Grégoire recule de 0,2%. Merci beaucoup Sabrina Cogliosi qui nous accompagne chaque après-midi dans Intégral Bourse pour nous faire vivre ces marchés américains. La clôture 22h, ce sera avec vous en direct sur BFM Business. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, qui étaient nos invités du Club de la Bourse ce soir. Je vous rappelle la clôture à Paris. Le CAC recule d'1,57% à l'arrivée, 4681 points avec un pétrole qui reste quand même sous pression. On a tenté de rebondir, on a réussi à repasser dans le vert pendant quelques instants, à peine une heure, et on est déjà à nouveau dans le rouge, sous les $38 pour le brut léger américain, le WTI et le Brent, le pétrole de la mer du Nord qui bataille avec le niveau des $40. Donc du rouge à nouveau sur cette thématique des matières premières aujourd'hui, bientôt 18h. Vous avez rendez-vous pour commencer la soirée avec l'heure H, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul. On se retrouve demain 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.